Sans transition. Donc, moi, je vais vous parler de la question de la gestion des ressources halieutiques, plus généralement dans les zones de l'Union européenne, mais de façon plus précise par rapport à mon terrain d'étude autour de ce qu'on pourrait appeler le golfe de Gascogne. Alors cette question, donc c'est un petit peu le même, en fin de compte on a un peu le même angle d'entrée avec un vocabulaire un peu différent, puisque je suis sociologue et puis tu es géographe. Donc en amont donc, de la question de la gestion des ressources halieutiques, me semble-t-il, il y a trois points fondamentaux qui sont peut-être à examiner. Premier point fondamental, c'est la première question, c'est qu'est-ce qu'on gère ou qu'est-ce qu'on protège? Alors, est-ce que l'on gère les espèces commerciales uniquement? Alors, c'est dans le cadre de la PCP quand même. Voilà. Donc, politique commune des pêches. Est-ce que l'on gère uniquement les espèces commerciales? Est-ce que l'on gère certains habitats dans lesquels ces espèces se reproduisent? Est-ce que l'on protège ce coup-ci les espèces remarquables, comme les baleines, les dauphins, les tortues, les requins, etc. Est-ce que l'on protège également l'ensemble des écosystèmes marins? Deuxième point, toujours dans le cadre de la PCP, quels sont les acteurs qui interviennent dans les différentes discussions? Toi tu dis controverse, moi je parle de discussion, on verra de tournoi après. Discussions portant sur la question de la gestion des ressources marines. Et là on peut identifier les organisations professionnelles de pêcheurs, les diverses associations représentant la pêche récréative et ou sportive, et qui ont notamment intervenu dans la question du dossier bar, si vous suivez un petit peu bar derrière le poisson, si vous suivez un petit peu l'actualité halieutique, les élus locaux des communes littorales, les scientifiques halieutes, les associations environnementalistes, etc. Et troisième point, est-ce que les différents acteurs interviennent, les différents acteurs qui interviennent dans les discussions portant sur la gestion des ressources marines ont-ils, d'une part, le même objectif de protection, soit la même façon de penser le capital halieutique et ou le capital marin dans son ensemble? Ont-ils également le même poids dans les discussions, soit la même capacité à faire prévaloir leurs intérêts spécifiques? Alors, l'objet de ma communication par rapport au thème du colloque sera de répondre en fin de compte à ces trois questions selon un plan d'exposition qui sera d'une part exposer la construction de l'espace des pêches maritimes françaises, ensuite essayer de voir dans quelle mesure le concept de tournoi permet de comprendre ces processus de gestion. Alors, juste une définition. Donc le terme de tournoi, je l'emprunte à l'ASCOM. Donc le tournoi, c'est une situation au cours desquelles se rencontrent et se confrontent, parfois s'affrontent, les différents acteurs concernés à un titre ou à un autre par la question portant sur la gestion des ressources marines. Alors quel est le matériau mobilisé à travers cette enquête et cette communication? Donc, il s'appuie sur un ensemble de données collectées depuis 2012, donc sur le golfe de Gascogne et plus précisément entre la Pointe du Raz et les Sables d'Olonne. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens, environ une trentaine, auprès des différents acteurs de la filière, armateurs, patrons, matelots, etc., auprès de membres élus des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, principalement le COREPEM pour la Loire-Atlantique, auprès de dirigeants des organisations de producteurs, notamment l'OP Vendée et l'OP Pêcheurs de Bretagne. J'ai également fait des entretiens auprès des représentants des organisations environnementales, en particulier l'association Bloom, représentant aussi de la plateforme de la petite pêche française et des associations de ligneurs, qui se trouvent principalement autour de la Pointe du Raz. J'ai participé également à des journées d'études, des assises professionnelles qui sont organisées par la profession, dont France Filière Pêche. J'ai lu chaque semaine l'hebdomadaire Le Marin, qui est la référence en ce qui concerne l'économie maritime. Et enfin, malgré mon âge, j'ai fait des observations embarquées, 2 sur des ligneurs, ce qui est très agréable, 1 sur un chalutier, ce qui est moins agréable, 1 sur un caseilleur,
et enfin un sur un palangrier qui partait plus d'une dizaine de jours en faire sa marine. Juste un point, parce que je suis sociologue, donc donc un peu quelqu'un un ovni dans cette, si on veut, dans cet espace. Juste un point pour vous expliquer dans quel espace s'inscrit, espace scientifique et régional, s'inscrit cette étude. Bon, cette étude s'inscrit dans un projet qui a été soutenu par la région, qui s'appelle le projet Causelmar, en gros, dont le thème principal, c'est les risques et la prévention des risques en milieux littoraux et maritimes. Et ce programme est assez lourd et ambitieux, puisqu'il réunit plus de 100 chercheurs, toutes disciplines confondues, de l'Université de Nantes, de l'Ifremer et de l'École centrale. Dans le cadre de ce programme, le CENS, qui est mon laboratoire de rattachement, Centre nantais de sociologie, s'est engagé autour de 4 projets principaux, donc on est 8 à travailler sur ces questions-là. Premier projet, la place et le rôle des femmes et conjointes de marins au cœur des arrangements domestiques portant sur l'absence. Deuxième projet, la formation professionnelle et l'accès au métier des élèves scolarisés dans les lycées maritimes et les écoles de pêche. Troisième projet, les carrières professionnelles des marins, les stratégies d'ascension sociale et de reconversion professionnelle. Enfin, quatrième projet, la gestion des ressources halieutiques, envisagée selon 3 angles distincts mais complémentaires. Premier angle, la gestion par la profession, on pourrait dire par la filière, des ressources, zones de cantonnement pour favoriser la reproduction de certaines espèces, adoption volontaire d'engins de pêche moins impactants, notamment l'écosystème, notamment les filets à mailles carrées, ce qu'on appelle les T90, et la substitution de la palangre, donc c'est un métier de l'hameçon, en lieu et place du chalutage de fond. Deuxième angle, la gestion par la politique commune des pêches revenant de l'Union européenne. Et enfin, ce que je montrerai ici, la gestion des ressources marines comme accord temporaire, donc révisable, de l'ensemble des acteurs intéressés par ces questions. Donc, pour travailler sur ce point, je me suis consacré, dans une première partie, à essayer de construire un espace des pêches maritimes, penser cet espace-là, qui sera ma diapo, je n'ai plus, penser comme un outil d'objectivation du réel. Donc le choix d'utiliser comme outil d'objectivation le concept d'espace social, qui renvoie donc à Bourdieu, se justifie par une volonté de mettre en avant les relations qui se nouent entre les différents acteurs, les capitaux ou les forces dont ils disposent dans les discussions ou les tournois, les alliances qui sont susceptibles de conclure entre acteurs défendant, au moins sur un sujet précis, des intérêts convergents. Alors cet espace des pêches maritimes, qu'on pourrait appeler autrement l'espace social portant sur la question de la gestion des ressources marines, a été construit à partir de 2 hypothèses. Première hypothèse, selon laquelle tous les acteurs concernés par les pêches maritimes en France sont relativement d'accord pour envisager une gestion durable des ressources, donc ce que Bourdieu appelle la doxa. Et deuxième hypothèse est de dire que l'accord commun, donc accord sur la volonté de protéger la ressource, et de dire donc que l'accord commun entre les différents acteurs de l'espace ne signifie pas pour autant un accord sur les manières d'envisager et de mettre en œuvre une gestion durable des ressources marines. Donc ces 2 hypothèses constitutives de l'espace des pêches ont 2 conséquences principales. Première conséquence, un désaccord sur les finalités, selon 2 approches. Première approche qui est plutôt celle de la filière, la gestion des ressources marines a-t-elle pour finalité l'optimisation des ressources halieutiques pensées comme un capital économique à optimiser dans le long terme? Selon cette première finalité de la gestion des ressources marines, donc gestion d'un point de vue économique, il s'agit d'assurer le développement durable de la filière pêche, notamment les entreprises de pêche, les criées, le marillage, etc. Ensuite, la gestion des ressources marines, deuxième question posée, la gestion des ressources marines doit-elle concerner l'ensemble des écosystèmes marins, même ceux qui ont une faible valeur commerciale? Bon, il y a eu toute la controverse de la pêche en eau profonde autour de cette question-là. Selon cette seconde approche, les ressources marines constituent ce coup-ci un capital pour l'humanité, un bien commun dont la protection devrait être le principe fondateur de toute politique de gestion. Ensuite, le deuxième désaccord
un désaccord sur la manière d'agir. Hein. D'une part, lorsque les ressources sont pensées comme un capital économique, l'accord peut porter sur des mesures raisonnées de gestion des ressources, et parfois acceptées, comme les quotas, les licences de pêche, les cantonnements, l'interdiction de la pêche lors des périodes de frai, etc. Désaccord par contre le plus souvent sur les calendriers proposés, notamment par les alliés de l'IFREMER et du CIEM, en particulier sur les objectifs du RMD, hein, rendement maximum durable, les pêcheurs demandant plus de temps pour la réalisation de cet objectif. Donc, enfin, désaccord sur certaines mesures par rapport à la filière, donc, telles que l'obligation de ramener à terre les rejets, qui sont des prises sous taille commerciale, prises hors quota, prises non commerciales, etc. Le désaccord sur les manières d'agir s'exprime aussi lorsque les ressources sont pensées comme un bien commun. L'accord des acteurs qui soutiennent cette position, celle du bien commun, est obtenu pour toute mesure visant la patrimonialisation des ressources marines, comme l'interdiction de pêche de certaines espèces, etc., et la création de parcs marins et d'aires marines protégées. Désaccord sur toutes les politiques des pêches, ne visant pas à une certaine patrimonialisation des écosystèmes marins. Par exemple, vive opposition sur les pêcheries utilisant le chalut, vive opposition sur des engins de pêche entraînant trop de prises accessoires, etc. etc. Est-ce que tu peux... Ah ben c'est fait déjà. Donc la diapo est là. Donc comment a été construit cet espace? Donc vous le voyez ici, en fin de compte, au départ, alors ce n'est pas le résultat d'une analyse factorielle de correspondance, hein, je le dis tout de suite. Donc au départ, j'ai essayé de définir trois grands axes structurants. Ce schéma-là, enfin ce graphique est un graphique provisoire. Bon, il sera amené à être modifié. Donc à partir de trois axes, un axe donc, qui est construit à partir du poids économique des acteurs de la filière. Donc plus on monte vers le nord, plus ce poids économique est important. Poids économique des acteurs dans la filière pêche. Et donc, ce qu'on voit dans le cadran nord-est, c'est qu'en bas, légèrement en bas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on y retrouve les grandes organisations de producteurs, la distribution, les entreprises de maraillage, les grands armements, c'est-à-dire qui possèdent plusieurs navires, et souvent des navires hauturiers, les criers d'intérêt national, les communes de pêche sur lesquelles la pêche a un poids significatif, par exemple comme le Guilvinec, et puis les organisations professionnelles dont je parlais tout à l'heure. Donc ici, on doit penser ce capital économique, non pas de manière figée, mais comme une ressource permettant d'entrer dans les discussions, et notamment d'entrer dans les tournois à chaque fois qu'il s'agira donc des questions de gestion de la ressource halieutique. Le second axe, ce coup-ci, c'est l'axe politique. Oui, c'est ça. C'est un axe qui permet, en fin de compte, lorsqu'il était... Enfin, c'est plus exactement le point politique qui est mobilisé par les acteurs en vue de faire prévaloir leurs intérêts, sachant que ces intérêts, et la question de la gestion halieutique, in fine, se situe au niveau européen. Alors, par exemple, les acteurs principaux de la filière pêche, qui ont un poids économique très important, établissent des alliances avec des eurodéputés, généralement à la commission des pêches, généralement d'ailleurs des Bretons, comme Alain Cadec ou Isabelle Thomas, donc qui défendent en fin de compte au niveau européen les intérêts spécifiques de ces acteurs. Et puis les acteurs qui se trouvent en dessous, hein, dans le cadran sud-est, donc où on trouve les associations de la petite pêche, les organisations environnementalistes, les naturalistes, les circuits de distribution en circuit court ou en AMAP, les ligneurs, etc., eux essayent d'avoir l'appui, en fin de compte, de certains eurodéputés, notamment les Verts, et puis également se rapprochent des organisations environnementales. Le troisième axe, qui est le capital symbolique. Alors, le capital symbolique, c'est c'est un capital qui est constitué par des opinions, par des croyances et des valeurs, dont on peut dire qu'elles sont portées par la société civile, que certaines organisations, dont les ONG, représentent. Alors, ces croyances et ces valeurs, en fait, se manifestent par des opinions qui sont plutôt favorables à la petite pêche, aux écolabels et au circuit court. C'est pourquoi il est plus mobilisé par, je dirais, les acteurs qui se trouvent dans le cadran sud-est. Alors,
Ensuite, bon, on peut essayer de positionner ce que je viens de faire. Dis-moi combien de temps là 6 minutes. Voilà. Donc, on peut positionner, évidemment, donc je vais aller vite sur ce point, on peut positionner les acteurs sur l'espace en fonction de la répartition, ou si on préfère, en fonction de leur portefeuille de capital. Donc, par exemple, alors bon, c'est une vision un peu déformée, mais les acteurs qui possèdent beaucoup de capital économique, jusqu'à maintenant, encore c'est en train de changer, pour ça, en fait, ça s'arrête à 2000, ma représentation, puisque les choses bougent, jusqu'à 2000, possédaient très peu de capital symbolique. Ce capital symbolique était plutôt, je dirais, dans le portefeuille de ceux qui possédaient peu de capital économique. Bon. Alors, les choses évoluent puisque beaucoup d'acteurs du capital, enfin, qui possèdent beaucoup de capital économique, comme la SCAPES, par exemple, qui est extrêmement importante dans la filière halieutique, demandent des certifications MMC pour des écolabels, etc. etc. Donc, bon, les choses bougent en quelque sorte. Voilà, donc on voit là évidemment ces deux groupes. Premier groupe, bien, je dirais que la gestion de la ressource est une gestion qui est pensée d'un point de vue économique et dans ce qu'on pourrait appeler le développement durable. Hein, il y a les trois grands axes du développement durable. Ce qui est mis en avant, c'est la pérennisation de l'activité économique avant, je dirais, les autres axes, notamment l'axe écosystémique, protection de l'environnement. Ces acteurs, évidemment, sont tenus par une filière, hein, donc les producteurs sont tenus par une filière, qui sont évidemment les apports encriers, les activités de maraillage, la GMS, etc., donc qui appuient en fin de compte cette orientation plutôt d'ordre économique. Ils ne sont pas tout seuls, en fin de compte, à défendre ce point de vue. Alors, ces acteurs, évidemment, au niveau de Bruxelles, donc on a dit tout à l'heure que ces acteurs-là, dominants, en fin de compte, dans l'espace des pêches, dominants d'un point de vue économique et dominants aussi d'un point de vue politique, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde était d'accord sur le principe d'une gestion raisonnée des ressources halieutiques, donc ils acceptent de plus en plus, évidemment, certaines dispositions visant à une meilleure gestion de ces ressources, comprenant eux-mêmes que s'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de pêche, s'il n'y a plus de pêche, il n'y a plus d'activité économique, etc., etc. Donc ils sont d'accord sur un certain nombre de points, comme par exemple la question des quotas, la question des licences de pêche, la question de la fermeture à certains moments de zones de pêche, la question des cantonnements, par exemple. Par contre, alors, il y a toujours une discussion, parce que cet accord, enfin, bon, il y a toujours une discussion sur les délais, évidemment, est-ce qu'on doit arriver au RMD en 2015 ou en 2020? Par contre, les désaccords, aujourd'hui, il y en a de façon très profonde, qui portent notamment sur la question des rejets à terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marins, enfin, en tout cas les navires côtiers et hauturiers, qui donc font plus de 12 mètres, sont dans l'obligation de ramener, en fin de compte, ce qu'ils jetaient autrefois à la mer. Donc là, il y a une opposition très vive de ces acteurs économiques, disant que, évidemment, ça prend de la place sur le bateau, ça génère plus d'activités, etc. Enfin, d'activités pour les marins, etc. Pour les acteurs qui sont plutôt, alors, pour une gestion écosystémique, hein, c'est-à-dire qu'on ne protège pas le système des quotas, c'est une gestion par espèce, c'est-à-dire que vous avez tant de tonnes, de centaines de tonnes de barres, tant de centaines de tonnes de sol, etc. Donc c'est une gestion par espèce. Ceux qui se retrouvent en bas donc, du graphique portent plutôt une vision, on va dire, écosystémique, dans le sens où ce qui doit être protégé, ce sont les écosystèmes marins et les habitats, etc. Alors, on y trouve les pêcheurs, on n'y trouve pas que les organisations environnementalistes, on y trouve les pêcheurs de la petite pêche notamment, parce que ces pêcheurs de la petite pêche, on en a parlé un peu hier, revendiquent le côté non impactant de leur mode de pêche, notamment l'utilisation du casier, l'utilisation de la ligne, etc. Et puis, ce que mettent en avant cette petite pêche, c'est un prélèvement tout à fait raisonné, en fin de compte, sur l'ensemble de la biomasse, et notamment les individus les plus gros s'étant déjà reproduits plusieurs fois. Ce qui
pas du tout le cas. Alors ici, on est dans des modes de prélèvement très sélectifs, alors que dans le chalut, on est dans un mode de production de prélèvement qui n'est pas du tout sélectif. D'où la petite pêche n'a pas de rejet, ou très peu, et la pêche aux turières a beaucoup de rejets. Il me reste 2-3 minutes. Alors, ça, on va dire, c'est le cadre dans lequel se réalisent ces tournois, sachant qu'ils se réalisent en fin de compte à 2 niveaux. Alors ça, c'est un peu plus récent. On a un niveau local ou régional, ce qu'on appelle les comités consultatifs. Les comités consultatifs, en fin de compte, servent en quelque sorte à faire venir la controverse, on pourrait dire, pour reprendre tes termes. C'est-à-dire qu'avant que ça explose au niveau européen, et puis avec l'aspect extrêmement, comment dirais-je, violent et brutal des manifestations des pêcheurs, en fin de compte, il y a ces organisations, enfin ces instances, on va dire régionales, qui permettent, dans lesquelles il y a évidemment tout l'ensemble de l'espace dont je viens de parler, dont la société civile, etc., etc. Donc tout le monde peut échanger autour de ces questions-là. Donc ça, c'est on va dire un niveau intermédiaire pour résoudre, en fin de compte, les conflits et pour que les tournois puissent avoir lieu sans qu'ils apparaissent à un niveau beaucoup plus public, etc. Mais parfois, ce niveau-là ne suffit pas et certains acteurs ont tout intérêt à, comment dirais-je, porter les débats, non pas dans ces comités régionaux qui sont en fin de compte assez discrets, mais porter ces débats, ce coup-ci, sur la place publique. Et là, je renvoie à toute la controverse autour de la pêche des grands fonds qui a été menée notamment par des associations environnementales et dont vous avez peut-être signé la fameuse pétition qui a recueilli plus de 700 000 comment dirais-je, signatures. Et au final, alors ça c'est pour ce coup-ci, on porte, le tournoi est tout à fait visible et donc là il y a le travail du lobbying, etc. On est à un autre niveau d'expression des tournois. Et en fait, l'histoire a fait que les eurodéputés n'ont pas voté l'interdiction de la pêche en fond à quelques voix près. Mais une fois que, ce qui est intéressant chez la SCOM, c'est qu'une fois qu'un tournoi, on pourrait dire, est clos, les acteurs se préparent à un nouveau tournoi. Et donc, en gros, c'est en sens que c'est intéressant d'observer la distribution en termes d'espace, parce que, en gros, il y a, alors il faudrait, si on était on pourrait observer que certains acteurs modifient leur position à l'intérieur de l'espace ici considéré. Et notamment la SCAPESH, je vous l'ai dit, qui était directement visée, puisqu'elle possédait pratiquement la quasi-totalité des navires pêchant à 1000 mètres, environ entre 800 et 1000 mètres de profondeur. La SCAPESH a demandé, et est en train d'ailleurs d'obtenir, sa certification comme pêche durable, pêche responsable, etc. etc. Alors, pour conclure, ça c'est la conclusion, non ? Bon, pour conclure, par rapport à la question qui est posée, je dirais que en ma qualité, si on veut, de sociologue, déjà la notion de capital environnemental, de façon instantanée, je dirais que là, grâce à vous, j'ai un petit peu, mon point de vue se décale, mais pour moi, capital environnemental, ça renvoyait directement à une approche économiciste et gestionnaire de l'environnement. Et je dirais que, en ce sens, les économistes, lorsqu'ils envisagent, alors on pourrait appeler le vivant non humain, par rapport à des scolas sur des termes qu'on a utilisés, que j'ai entendus hier, en fait, l'approche économiciste du vivant non humain est à peu près le même que l'approche économiste du vivant humain. C'est toujours la question de l'optimisation de la ressource, etc., etc., de la ressource humaine ou de la ressource non humaine. Alors, moi, je pense, et alors à vous écouter, j'en suis maintenant certain, que, évidemment, ce concept de capital environnemental, tel que moi je le concevais au départ, il peut être mobilisé par les autres sciences sociales afin de proposer, évidemment, des lectures différentes, ou en tout cas que ce concept soit mobilisé de façon différente, même si
il y a toujours le risque d'une confusion, là, lorsqu'on utilise toujours les mêmes mots, il y a des risques de confusion entre, évidemment, les économistes, les géographes, les sociologues, pourquoi pas, etc. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on puisse vraiment définir de façon, je dirais, absolue, hein, conclusive. À mon sens, on ne peut pas définir ce qu'est un capital environnemental. Et ce que j'ai essayé, une fois pour toutes, et ce que j'ai essayé de vous montrer, de façon peut-être maladroite et un peu rapide, c'est que la notion même de capital, en fin de compte, est construite non pas par les scientifiques de l'extérieur, mais est construite, même si le scientifique va donner des mots, des concepts sur ce qui se passe, mais est construite et portée, en fin de compte, par les acteurs intéressés par la question. Et c'est pour ça que je disais dès le départ, on a ici, au niveau, si on veut, de ce que j'ai essayé de vous montrer, on a ici au moins deux représentations et deux visions, etc., d'un capital environnemental, un capital qui serait plutôt de type économique, même si on accorde le côté environnementaliste, etc. Bon, mais je dirais que quand on connaît un petit peu la profession, on voit que c'est un discours qui sert à habiller la préoccupation économique. Et puis de l'autre côté, on a une autre vision de ce capital, qui est un capital, je dirais, qui relève du bien commun, qui relève de biens universels, etc., qui relève aussi d'une vision différente du vivant non humain. Je dirais que, pour aller vite, dans le cas du capital environnemental économique, le vivant humain n'a de valeur, en fin de compte, qu'à travers la valeur économique qu'on veut bien lui donner. Et en quelque sorte, on le voit, par exemple, pour la pêche, eh bien, on va dire que le bar a vraiment beaucoup de valeur quand il se vend bien, et il n'en a plus lorsqu'il se vend mal. Alors que, en ce qui concerne l'autre approche du capital environnemental, il s'agit ici de donner une valeur intrinsèque à l'ensemble du monde vivant non humain. Bon. Et on le voit par exemple avec la question des organisations environnementales, parce qu'au départ, bon, prenons des associations comme WWF, ce qui était protégé, c'était des espèces emblématiques, les baleines, les rhinocéros, le panda, etc. Bon. Donc c'était un discours qui portait plutôt sur des espèces emblématiques, en quelque sorte, bon, qui pouvaient en même temps toucher l'opinion publique, ça. Et là, on a quand même, quelque part, un glissement vers un discours qui vise à mettre au même niveau des vivants non humains qui ne sont pas du tout emblématiques. Alors moi qui viens de Nantes, on aura ici la question, je crois, du mulot d'eau froide, je ne sais pas, j'ai entendu ça ce matin, enfin bref, d'animaux dont personne n'entendait absolument, et qui ont la force de bloquer pour l'instant le projet d'aménagement, mais aussi on voit que aussi des vivants non humains qui sont en dehors de notre perception et de notre vision, par exemple, comme les coraux d'eau froide, qui vont se trouver à 1000 mètres de profondeur, et je dirais qui sont révélés en fin de compte, comme quelque chose d'extrêmement important pour les écosystèmes, pour la relation entre l'homme et enfin l'humain et le non-humain, etc. Donc je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave, je conclurai sur ce point.